Une jeune fille tombe, un téléphone brisé à ses pieds, et dans l'écho de cette injustice, un père transforme le silence en arme redoutable. Le soleil se couchait sur la banlieue parisienne, un disque orange pâle qui s'effaçait derrière les immeubles gris. La lumière jetait des ombres longues, comme des doigts tendus sur l'asphalte usé. Une file de voitures serpentait à un poste de contrôle, un barrage de routine, disait-il. Les sirènes ne hurlaient pas. Elles murmuraient, un son aigu, presque discret, mais assez tranchant pour couper le souffle de l'après-midi. Amélie, 13 ans, était assise à l'arrière d'une berline noire, un SUV familial, sans prétention. Ses écouteurs pendaient autour de son cou, un fil blanc entortillé comme une promesse fragile. Elle tapotait son téléphone, un boîtier orné d'un chaton rose, ses pouces dansant sur l'écran. À l'avant, son père, Jacques, gardait les mains sur le volant. Sa femme, Élise, fixait la route, les lèvres serrées, un silence lourd entre eux. Personne ne parlait. Personne n'avait besoin de parler. Le policier agita la main, deux doigts levés, l'autre main posée sur son holster. Jacques ralentit, baissa la vitre. Son visage, marqué par le temps, restait impassible. Un gris discret habillait sa silhouette, une chemise sans éclat, un pantalon taillé pour l'oubli. L'officier, un homme jeune, la mâchoire crispée, s'approcha. Permis et carte grise, dit-il, la voix sèche comme une feuille morte. Jacques hocha la tête, une fois, sans un mot. Il tendit les documents, ses gestes lents, précis, comme s'il mesurait chaque millimètre de l'air. L'officier les prit, les examina, mais ses yeux revenaient sans cesse à Jacques. Quelque chose dans ce calme le dérangeait. Un second policier, plus âgé, s'avança, les bottes claquant sur l'asphalte. Il ne parlait pas, il observait. Amélie leva les yeux, juste un instant. Son téléphone vibra, une notification futile, un message d'une amie. Elle sourit, à peine, un éclat fugace dans l'habitacle sombre. Le policier plus jeune se tourna vers elle. « Toi, descends, dit-il, la voix coupante. Élise se raidit, ses doigts agrippant le bord de son siège. Jacques ne bougea pas, mais son regard glissa vers le rétroviseur, croisant celui d'Amélie. Elle cligna des yeux, hésita, puis ouvrit la portière. Ses baskets blanches touchèrent le sol, un crissement doux contre le gravier. Elle tenait toujours son téléphone, le chaton rose oscillant comme un pendule. Le policier s'avança, trop vite. « Lâche ça !» cria-t-il. Amélie sursauta, leva les mains, le téléphone toujours là, brillant sous le soleil. Un éclat de lumière, métal ou verre, impossible à dire. L'officier ne chercha pas à savoir. Son doigt pressa la détente. Un coup. Pas d'écho, juste un claquement sec, comme une branche qui casse. La jambe d'Amélie plia, comme si le sol l'avait trahie. Elle s'effondra, un pantin désarticulé, son téléphone tombant à côté d'elle, l'écran fissuré en toile d'araignée. Le sang jaillit, rapide, rouge, trempant sa basket blanche, coulant sur la jupe rose à paillettes, celle qu'elle portait pour les répétitions de cheerleading. Elle ouvrit la bouche, mais le cri resta coincé, prisonnier de la douleur. Ses yeux, grands, cherchaient une réponse dans l'air, comme si le monde pouvait encore expliquer ce qui venait de se passer. Le policier hurla « Armes !» mais personne ne répéta. L'autre officier, celui qui observait, ne bougea pas. Sa mâchoire trembla, pas de peur, mais d'incrédulité. Élise ouvrit sa portière, un grincement lent, comme si le temps pouvait encore revenir en arrière. Elle s'agenouilla près d'Amélie, ses mains tremblantes cherchant la blessure, le sang glissant entre ses doigts. Elle ne criait pas, pas encore. Jacques sortit de la voiture, pas vite, pas lentement. Chaque pas semblait calculé, comme s'il marchait sur une corde invisible. Il s'arrêta à 5 mètres de sa fille, le regard fixé sur l'officier qui n'avait pas tiré, celui qui restait immobile. Leurs yeux se croisèrent, une demi-seconde, un silence plus lourd qu'un cri. Le policier qui avait tiré baissa son arme, inutilement, vers le sol. La sueur perlait sur son front. Personne ne lui demanda de s'expliquer, personne ne lui demanda de s'arrêter. Jacques s'agenouilla enfin, un genou contre l'asphalte, près du sang mais sans le toucher. Amélie murmura quelque chose, un souffle, un mot peut-être, trop faible pour être entendu.
Ses doigts frôlèrent le téléphone brisé, traçant une ligne rouge sur le béton. Jacques tendit une main, effleura l'appareil, puis releva les yeux, non pas vers le tireur, mais vers l'autre officier. Une reconnaissance passa entre eux, pas du pardon, pas du jugement, juste un échange muet, comme si l'air lui-même portait un message. La foule s'amassait déjà, des téléphones levés, des voix étouffées derrière une barrière de ruban jaune qui n'était pas encore là. Les badauds filmaient, mais ils ne voyaient pas tout. Ils ne voyaient pas la distance exacte entre les doigts de Jacques et l'écran brisé, un demi-centimètre précis. Ils ne voyaient pas comment il s'était placé entre Amélie et le soleil, projetant une ombre sur son visage pour l'épargner. Ils ne sentaient pas le silence, pas l'absence de bruit, mais un silence choisi, contrôlé, plus fort que n'importe quel hurlement. Le tireur recula d'un pas, puis d'un autre. Il sentit l'air changer, comme si quelque chose d'invisible prenait forme. Claire, une Ita de l'hôpital voisin, passait par là, en route pour son service. Elle s'arrêta, attirée par le chaos naissant. Elle vit la scène, la fille au sol, le sang, le père immobile. Mais ce fut Jacques qui retint son attention. Pas son visage, pas ses gestes, mais ses yeux. Il ne pleurait pas, ne rageait pas. Il calculait. Elle avait vu des hommes brisés, des hommes en colère, mais celui-ci était autre chose. Un roc dans une tempête, un homme qui semblait tenir le monde par la gorge sans lever la main. Elle nota mentalement la plaque d'immatriculation, un réflexe de précision, et murmura une prière qu'elle n'avait pas dite depuis des années. Émile, un jeune journaliste freelance, était là aussi, son appareil photo autour du cou. Il ne travaillait pas pour un grand journal, juste un blog local, mais il avait l'œil pour les détails que les autres ignoraient. Il captura l'instant, la jupe rose d'Amélie, tachée de rouge, le téléphone brisé, le père agenouillé. Il zooma sur Jacques, cherchant un signe d'émotion, mais il n'en trouva aucun. Juste un vide, un silence qui semblait avaler la lumière. Émile frissonna, pas à cause du vent, mais parce qu'il savait, sans pouvoir l'expliquer, que cet homme n'était pas un simple père de famille. Le policier qui avait tiré, un nommé Gérard, recula encore. Sa main tremblait maintenant, son arme toujours pointée vers le sol, inutile. Il murmura quelque chose, peut-être une excuse, peut-être une justification, mais les mots se perdirent dans le vent. L'autre officier, Laurent, un vétéran aux tempes grises, fixait Jacques. Il ne parlait pas, mais son esprit tournait à toute vitesse. Il avait vu des hommes comme lui, autrefois, dans des endroits où les ordres n'avaient pas de papier, où les missions n'avaient pas de nom. Laurent sentit un frisson remonter son échine, un souvenir qu'il avait enterré sous des années de rapports et de médailles. Les sirènes approchaient, trop tard, comme toujours. Les ambulanciers arrivèrent, leurs gestes mécaniques, entraînés à réparer sans poser de questions. Jacques se releva, juste assez pour leur laisser la place, mais pas assez pour céder le terrain. Un ambulancier tendit la main vers le téléphone brisé. « Non », dit Jacques, un seul mot, calme, définitif. L'ambulancier s'arrêta net, comme si le mot était une barrière physique. Jacques ramassa le téléphone, le glissa dans sa poche, un geste qui semblait plus rituel qu'affectif. Amélie fut tissée sur une civière, un gémissement s'échappa de ses lèvres, pas de douleur, mais de désorientation. Ses yeux cherchèrent ceux de son père. Il ne lui offrit rien d'autre que sa présence, un regard qui disait tout sans rien dire. L'ambulance s'éloigna, son gyrophare déchirant le crépuscule. Jacques remonta dans la voiture, les mains sur le volant, immobile un instant. Les officiers s'écartèrent, comme l'eau se fond autour d'un rocher. Laurent murmura « Il faut prendre sa déclaration ». Mais les mots tombèrent dans le vide. Personne ne suivit Jacques. Personne n'osa. Émile, toujours là, prit une dernière photo, un cliché flou de Jacques au volant, les yeux fixés droit devant. Claire, de son côté, monta dans sa vieille Peugeot, direction l'hôpital. Elle savait qu'elle reverrait cette fille, ce père, cette histoire. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle le sentait. Dans la voiture, Jacques ne démarra pas tout de suite. Il posa une main sous le tableau de bord, là où un dispositif discret,
presque invisible, attendait. Un appui, une pression, un signal. Pas un appel à l'aide, pas une vengeance, une exécution. Quelque part, loin de cet asphalte taché de sang, un système s'éveilla. Pas celui des lois, pas celui des tribunaux. Un système plus ancien, plus patient, fait d'ombre et de promesses. Jacques ne parla pas. Il n'avait pas besoin. Le silence faisait le travail. À l'hôpital, Claire enfila sa blouse, les gestes automatiques, mais le cœur lourd. Elle passa devant la salle des urgences, où Amélie venait d'arriver. Les médecins s'affairaient, leurs voix basses, leurs mains rapides. Claire s'arrêta un instant, jetant un coup d'œil à travers la vitre. Amélie était là, pâle, les yeux fermés, un tuyau dans le bras. Élise, la mère, se tenait à côté, les mains couvertes de sang séché, les lèvres murmurant des mots que personne n'entendait. Jacques n'était pas là, pas encore. Mais Claire savait qu'il viendrait. Pas pour crier, pas pour menacer, pour attendre. Émile, rentré chez lui, transféra ses photos sur son ordinateur. Il zooma sur le visage de Jacques, cherchant un indice, une fissure. Rien. Juste un homme qui semblait avoir vu l'enfer et décidé de le domestiquer. Émile tapa un titre pour son article. Un coup de feu, un silence, une question. Il ne savait pas encore ce qu'il cherchait, mais il savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Pas maintenant. Laurent, de son côté, rentra au commissariat. Il s'assit à son bureau, les lumières fluorescentes clignotant au-dessus de lui. Il ouvrit un tiroir, en sortit un carnet jauni, un reliquat d'une autre vie. À l'intérieur, une note griffonnée, datant d'une mission oubliée, dans un désert où les noms n'existaient pas. L'homme silencieux, avait-il écrit, à côté d'un symbole, un faucon traversant le feu. Il referma le carnet, le cœur battant. Il savait qui était Jacques. Pas son nom, pas son grade, mais ce qu'il était. Et pour la première fois depuis des années, Laurent sentit la peur, non pas celle d'un danger imminent, mais celle d'un passé qui revenait, inexorable, comme une marée. Le silence de Jacques n'était pas une absence, c'était une arme forgée dans les ombres, affûtée par des années de discipline, et maintenant libérée par une balle qui n'aurait jamais dû partir. Paris, ce soir-là, ne dormit pas. La ville sentait le changement, pas dans les cris des manifestants, pas dans les flashs des caméras, mais dans l'ombre d'un homme qui avait décidé que le silence parlerait plus fort que n'importe quelle loi. L'hôpital Saint-Antoine vibrait d'une tension sourde, un bourdonnement qui n'appartenait ni aux machines, ni aux voix. Les couloirs, baignés de lumière blanche, semblaient retenir leur souffle. Amélie reposait dans une chambre d'ICU, son lit entouré de moniteurs clignotants, un réseau de fils traçant la frontière entre la vie et l'oubli. Sa jambe, bandée, portait encore les stigmates du projectile, mais son pouls, stable, murmurait un espoir fragile. Élise, sa mère, n'avait pas quitté son chevet. Ses mains, toujours tachées de sang séché, serraient une tasse de café froid, oubliée sur la table de chevet. Elle ne parlait pas. Elle attendait, comme tout le monde. Jacques n'était pas là, pas dans la chambre, pas dans le couloir, pas sous les néons crus. Pourtant, son absence pesait plus lourd que sa présence. Les infirmières passaient, leurs pas feutrés, leurs regards glissant sur la porte vitrée, comme si elles craignaient de déranger un fantôme. Claire, l'infirmière aux yeux vifs, celle qui avait vu Jacques au bord de la route, s'arrêta un instant. Elle ajusta un moniteur, inutilement, juste pour rester. Elle avait vu des blessures, des pleurs, des cris. Mais cette famille, ce silence, c'était autre chose. Elle posa une main sur le dossier d'Élise, un geste bref, presque imperceptible. « Elle est forte », murmura-t-elle. Élise hocha la tête, mais ses yeux restèrent fixés sur Amélie, comme si un regard ailleurs risquait de briser quelque chose. Dehors, Paris s'agitait. Les réseaux sociaux bruissaient, des fragments de vidéos, des hashtags, des spéculations. Egg justice pour Amélie, chez l'homme silencieux. Personne ne savait d'où venait ce dernier, mais il collait à la peau de l'histoire, comme une ombre qu'on ne peut pas secouer.
Émile, le jeune journaliste, était chez lui, dans son petit appartement du Marais, entouré d'écrans. Son ordinateur affichait une mosaïque d'images, la jupe rose d'Amélie, le sang sur l'asphalte, le visage de Jacques, figé, indéchiffrable. Il avait trouvé une vidéo, pas celle des chaînes d'information, polie et coupée pour les journaux du soir, mais une version brute, non éditée, apparue sur un forum obscur. On y voyait tout. Le cri du policier, le reflet du téléphone, la chute d'Amélie, et Jacques, immobile, un roc dans la tempête. Émile cliqua sur Partager. En 1 heure, la vidéo avait été vue 10 000 fois. En 2 heures, 100 000. Paris ne dormait pas. Paris regardait. Au commissariat central, l'atmosphère était étouffante. Les officiers chuchotaient dans les couloirs, leurs badges cliquetant comme des chaînes. Capitaine Laurent, le vétéran, était assis à son bureau, un café tiède à la main, les yeux rivés sur un écran. Il avait vu la vidéo, comme tout le monde. Mais pour lui, ce n'était pas juste une tragédie. C'était un écho. Il ouvrit un tiroir, sortit un vieux carnet, ses pages jaunies par le temps. À l'intérieur, une note, écrite à la hâte lors d'une mission dans un désert sans nom. Faucon à travers le feu. Ne jamais le croiser. Laurent referma le carnet, le cœur lourd. Il savait qui était Jacques. Pas un père en deuil, pas un civil. Un homme qui avait marché dans des zones où les ombres donnaient des ordres. Il tapa un code dans l'ordinateur, un accès restreint, et chercha. Rien. Pas une trace. Juste un message. Accès refusé. Oméga 7. Laurent jura à voix basse. Oméga 7. Un code qu'il n'avait vu qu'une fois, dans un rapport classifié, il y a des années. Il signifiait une chose. Cet homme n'existait pas. Pas pour le système. Dans un café discret de Montmartre, Jacques était assis, seul, une tasse d'espresso intacte devant lui. La lumière tamisée jetait des ombres sur son visage, creusant ses traits. Il n'avait pas dormi, pas mangé, mais ses yeux restaient clairs, affûtés. À l'autre bout de la salle, un homme entra. Pierre, la cinquantaine, cheveux poivre et sel, une cicatrice discrète sous l'oreille gauche. Il portait un manteau usé, mais ses pas avaient la précision d'un métronome. Il s'assit sans un mot, posa une serviette en papier sur la table. Dessus, un symbole griffonné, un faucon traversant des flammes. Jacques ne sourit pas. Il hocha la tête, une fois. Pierre murmura « C'est parti ». Jacques ne répondit pas. Il glissa une main sous la table, effleura un dispositif cousu dans la doublure de son manteau. Un signal, pas un appel, une activation. Quelque part, loin de ce café, des hommes se mirent en mouvement, des ombres, pas des soldats, des promesses, pas des ordres. À l'hôpital, Claire passait dans le couloir, un plateau de matériel médical à la main. Elle s'arrêta devant la chambre d'Amélie. La lumière changeait. Un rayon de soleil perçait la fenêtre, caressant le visage de la jeune fille. Claire sentit son cœur se serrer. Elle sortit son téléphone, discrètement, et filma. Pas pour la gloire, pas pour les réseaux, juste pour capturer ce moment, cet instant où la vie semblait reprendre ses droits. Amélie bougea, un frémissement, un souffle. « Papa » murmura-t-elle, si bas que les machines ne l'enregistrèrent pas. Claire sursauta, le téléphone tremblant dans sa main. Elle regarda autour d'elle. Personne, juste le silence et ce mot, suspendu comme une prière. Elle envoya la vidéo à Émile, sans réfléchir, avec un message. Elle est vivante. Elle l'appelle. Émile reçut le fichier dans son appartement encombré. Il ouvrit la vidéo, le son à peine audible. « Papa ». Ce mot, fragile, brisa quelque chose en lui. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentit que ce n'était pas juste une histoire. C'était une vérité qui allait tout changer. Il téléchargea la vidéo sur son blog avec un titre simple « Elle parle, lui écoute ». En quelques minutes, les vues explosèrent, les commentaires affluaient, des mots de colère, de tristesse, d'espoir. Il est là, quelque part.
Il n'a pas abandonné. Qui est cet homme? Émile ne répondit pas. Il n'avait pas de réponse, juste des questions et une intuition. Jacques n'était pas un homme qu'on trouvait. C'était un homme qui décidait quand être vu. Au commissariat, Laurent sentit l'atmosphère changer. Les écrans clignotaient, des fichiers disparaissaient, pas supprimés, pas piratés, juste absents. Il ouvrit une base de données interne, cherchant des rapports sur l'incident. Rien. Les images de la caméra de surveillance, celles qui auraient dû montrer Jacques, étaient floues, comme si quelqu'un avait effacé sa silhouette. Laurent tapa du poing sur la table. Merde, murmura-t-il. Il appela un technicien informatique, un jeune nommé Julien, à peine sorti de l'école. Trouve-moi quelque chose sur cet homme, ordonna-t-il. Julien pianota, frénétique, mais ses écrans s'éteignirent un à un. Un message apparut. Fichier protégé. Fermez le dossier. Julien blêmit. Capitaine, je ne peux pas. Laurent le fixa, puis hocha la tête. Il savait. Ce n'était pas une erreur, c'était un avertissement. À l'hôpital, Claire continuait son service, mais ses pensées revenaient sans cesse à Amélie, à Jacques. Elle croisa un médecin, le docteur Moreau, un homme fatigué, les lunettes glissant sur son nez. « Cette fille, elle va s'en sortir », dit-il, plus pour lui-même que pour Claire. Elle hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Elle repensait à Jacques, à son regard, à ce silence qui semblait tout absorber. Elle passa devant une salle de pause, où des infirmières chuchotaient. « Tu as vu cet homme ?» dit l'une d'elles, une femme d'âge mûr nommée Sophie. « Il n'est pas venu, mais je jurerai qu'il est là. » Claire ne dit rien, mais elle sentit un frisson. Elle savait qu'elles avaient raison. Dans le café, Jacques et Pierre se levèrent. Pas un mot de plus. Pierre glissa la serviette dans sa poche, le faucon disparaissant avec elle. Jacques paya l'espresso, laissa un pourboire discret et sortit. Les rues de Montmartre étaient calmes, les pavés luisants sous la pluie fine. Il marcha, les mains dans les poches, le pas mesuré. Derrière lui, Paris s'éveillait à une vérité qui l'avait libéré, sans un cri, sans un coup, juste un signal, un murmure, un écho. Les ombres qui l'avaient appelé étaient déjà en mouvement, pas pour détruire, pas pour venger, pour révéler. À l'hôpital, Amélie ouvrit les yeux, pour de bon cette fois. La lumière était douce, presque hésitante. Elle tourna la tête, cherchant quelque chose, quelqu'un. « Papa », dit-elle encore, plus fort. Élise sursauta, la tasse tombant sur le sol, éclaboussant le linoléum. Claire, alertée par le bruit, entra en courant. Elle vit Amélie, éveillée, les yeux grands ouverts, comme si elle voyait au-delà des murs. « Il est là », murmura Amélie. Claire ne demanda pas qui, elle savait. Elle posa une main sur l'épaule d'Élise, un geste de réconfort, mais ses yeux restaient fixés sur Amélie. Cette fille, cette force, ce lien invisible avec un homme qui n'était pas là mais partout. Émile, dans son appartement, vit les chiffres grimper. 1 million de vues, 2 millions. Les médias s'emparèrent de l'histoire, mais ils ne comprenaient pas. Ils parlaient de tragédie, de racisme, de justice. Émile voyait autre chose. Il voyait un homme qui n'avait pas besoin de parler pour être entendu. Il tapa un nouveau poste. Il n'a pas bougé. Mais le monde tremble. Il ne savait pas encore où cela mènerait, mais il savait qu'il suivrait jusqu'au bout. Laurent, au commissariat, reçut un appel. Une voix, déformée, sans nom. « Ferme le dossier », dit-elle. Pas une menace, pas un ordre, une vérité. Laurent raccrocha, les mains tremblantes. Il ouvrit son carnet, traça une ligne sur le symbole du faucon. Il ne pouvait pas arrêter Jacques. Personne ne le pouvait. Pas parce qu'il était intouchable, mais parce qu'il était déjà ailleurs, dans un espace où les lois n'avaient pas de prise, où le silence écrivait les règles. Paris, ce soir-là, ne dormit pas. Les écrans brillaient, les murmures s'amplifiaient, les ombres bougeaient. Jacques n'était pas un homme. Il était un signal, une fissure dans le béton de l'ordre. Et cette fissure grandissait, portée par une vidéo, un mot, un regard. La vérité, une fois libérée,
ne s'arrête pas. Elle court, elle brûle, elle éclaire. Et dans son sillage, elle laissait une ville, un pays, un monde, face à une question qu'aucun tribunal ne pouvait trancher. Que fait-on quand la justice n'est plus un mot, mais une ombre? Paris s'éveillait sous un ciel gris, un manteau de nuages lourds qui semblait retenir la lumière captive. Les rues vibraient d'une colère sourde, un murmure collectif qui montait des pavés comme une marée. Les manifestations avaient commencé, timides d'abord, puis audacieuses, des pancartes brandies place de la République, des slogans criés jusqu'à la Bastille. Justice pour Amélie. Les mots s'écrivaient en rouge, en noir, sur des banderoles tendues entre les lampadaires. Les écrans de télévision diffusaient en boucle la vidéo brute, celle qu'Émile avait partagée, celle qui montrait le téléphone d'Amélie scintillant sous le soleil, pas une arme, juste un éclat de vie. La ville parlait, criait, pleurait. Mais Jacques, lui, restait silencieux. Dans une maison discrète en périphérie, à Saint-Denis, Jacques se tenait debout, face à une fenêtre donnant sur un jardin abandonné. Les herbes hautes dansaient sous le vent, indifférentes au chaos qui secouait la capitale. La maison n'avait rien de particulier, des murs écaillés, une table en bois usé, une odeur de vieux papier et de café froid. À l'intérieur, un homme était assis, menotté à une chaise. L'officier Gérard, celui qui avait tiré sur Amélie, transpirait, son uniforme froissé, son regard fuyant. Jacques ne le regardait pas directement. Il fixait un point au-delà, comme si l'homme n'était qu'un détail dans un tableau plus vaste. Sur la table, un magnétophone numérique, un modèle ancien, clignotait doucement. Pas de menace, pas de violence, juste un silence, si dense qu'il semblait écraser l'air. Gérard ouvrit la bouche, chercha des mots. Je ne voulais pas. Sa voix trembla, se brisa. Jacques inclina la tête, un geste presque imperceptible. Parle, dit-il. Un mot, un seul, tranchant comme une lame. Gérard sursauta, comme si le mot avait physiquement touché sa peau. Il commença à parler, d'abord hésitant, puis précipité, les mots se bousculant comme des pierres dévalant une pente. Il raconta l'instant, la peur, le reflet du téléphone qu'il avait pris pour une arme, les ordres mal compris, la panique. Il parla des pressions, des rapports falsifiés, des silences imposés par ses supérieurs. Jacques écoutait, immobile, ses yeux ne quittant jamais l'horizon invisible. Le magnétophone enregistrait tout, chaque mot, chaque souffle, chaque craquement de la chaise. À l'hôpital Saint-Antoine, Amélie était réveillée, assise dans son lit, un coussin calé sous sa jambe blessée. Ses yeux, grands, brillaient d'une force nouvelle, mais aussi d'une ombre, celle de l'enfant qui avait vu le monde basculer. Élise, sa mère, était à ses côtés, lisant un livre à voix basse, une vieille édition de Les Fleurs du Mal. Amélie ne l'écoutait pas vraiment. Elle regardait par la fenêtre, là où les toits de Paris se découpaient contre le ciel. « Il viendra, maman ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. Élise posa le livre, ses doigts tremblant légèrement. « Il est toujours là, » répondit-elle, sans expliquer. Elle n'avait pas besoin. Amélie hocha la tête, comme si elle comprenait quelque chose que les mots ne pouvaient pas porter. Claire, l'infirmière, passait dans le couloir, un plateau à la main. Elle s'arrêta, comme souvent, devant la chambre d'Amélie. Elle ne savait pas pourquoi elle revenait sans cesse, mais quelque chose dans cette famille la retenait. Peut-être la force d'Amélie, peut-être le mystère de Jacques. Elle entra, prétextant vérifier un moniteur. « Tu as bonne mine, » dit-elle à Amélie, un sourire sincère. Amélie sourit en retour, un sourire fragile mais lumineux. « Merci, » murmura-t-elle. Puis, après un silence, « Vous l'avez vu ?» Claire cligna des yeux, surprise. Elle savait de qui elle parlait. « Pas aujourd'hui, » répondit-elle, honnête. Amélie hocha la tête, comme si elle s'y attendait. « Il ne vient pas toujours comme on croit, » dit-elle, et Claire sentit un frisson, comme si la jeune fille voyait plus loin qu'elle. À l'autre bout de la ville, Émile était dans un café du quartier latin, son ordinateur ouvert, une tasse de café noir fumant à côté. Il tapait frénétiquement,
son article prenant forme. Il avait rassemblé des fragments, la vidéo brute, les témoignages anonymes, des rapports de police qui avaient fuité inexplicablement sur des forums obscurs. Il écrivait sur Jacques sans nommer son passé, car il n'en savait rien. Mais il décrivait l'homme qu'il avait vu. Un silence qui pesait plus lourd qu'un cri, un regard qui semblait tout voir, tout comprendre. Il intitula son article « L'homme qui fait trembler Paris ». Il ne savait pas si c'était vrai, mais il le sentait. Il cliqua sur « Publier ». En 1 heure, l'article fut partagé des milliers de fois. Les commentaires affluaient, certains en colère, d'autres admiratifs, tous perplexes. Qui est-il? Où est-il? Émile n'avait pas de réponse, mais il savait que cet homme, cette ombre, était au cœur de tout. Au commissariat, capitaine Laurent était au bord de l'effondrement. Les écrans clignotaient, les bases de données s'effaçaient, les rapports disparaissaient. Il avait tenté de contacter ses supérieurs, mais les lignes restaient muettes. Il ouvrit son carnet, celui avec le symbole du faucon. Il traça une nouvelle ligne, rageuse, à travers le dessin. Il savait que Jacques était derrière tout ça, pas avec des armes, pas avec des poings, mais avec quelque chose de plus dangereux, la vérité. Laurent sortit du commissariat, monta dans sa voiture, direction Saint-Denis. Il ne savait pas pourquoi, mais il devait trouver cet homme, pas pour l'arrêter, pas pour le confronter, juste pour comprendre. Dans la maison de Saint-Denis, Gérard s'était tu. Ses joues étaient humides, ses yeux rouges. Il avait tout dit, tout ce qu'il savait, tout ce qu'il avait caché. Jacques éteignit le magnétophone, glissa l'appareil dans sa poche. « Rentre chez toi », dit-il, sa voix calme, presque douce. Gérard le fixa, incrédule. « Vous ne… » Jacques l'interrompit d'un regard. Pas de colère, pas de menace, juste une certitude. Gérard se leva, titubant, les menottes toujours au poignet. Jacques les déverrouilla d'un geste précis, presque mécanique. Gérard sortit, trébuchant sur le seuil, la lumière du jour l'aveuglant. Jacques resta seul, le magnétophone dans une main, le téléphone brisé d'Amélie dans l'autre. Il effleura l'écran fissuré, un geste tendre, presque sacré. À la tombée de la nuit, une réunion communautaire s'organisa dans une salle municipale près de la place de la République. Amélie, contre l'avis des médecins, insista pour y aller. Élise la soutenait, un bras autour de ses épaules, une chaise roulante prêtée par l'hôpital. La salle était pleine, des visages fatigués, en colère, pleins d'espoir. Amélie prit la parole, sa voix tremblante mais claire. « Mon père n'est pas un héros, dit-elle, et la foule se tut, surprise. Il est juste mon père, et il m'a appris qu'on n'a pas besoin de crier pour être entendu. » Les mots, simples, résonnèrent comme une cloche. La foule applaudit, certains pleurèrent, d'autres crièrent son nom. Amélie ne sourit pas. Elle regarda Élise, puis la foule, et murmura « Il écoute. Toujours. » Claire était dans la salle, au fond, discrète. Elle filmait, encore, son téléphone caché dans sa poche. Pas pour la gloire, pas pour la preuve, pour se souvenir. Elle envoya la vidéo à Émile avec un message. « Elle est plus forte que nous tous. » Émile, dans le café, ouvrit le fichier. Il vit Amélie, frêle mais droite, ses mots coupant l'air comme des lames. Il ajouta la vidéo à son article, sans commentaire. Les images parlaient d'elles-mêmes. Laurent arriva à Saint-Denis, devant la maison. Il frappa, mais la porte était ouverte. À l'intérieur, rien. Juste une chaise vide, une table nue, une odeur de café froid. Sur le mur, un symbole, gravé à peine, presque invisible, un faucon traversant des flammes. Laurent sentit son cœur s'arrêter, une seconde, puis repartir. Il sortit, le vent mordant son visage. Il savait qu'il était trop tard. Jacques n'était plus là. Pas dans cette maison, pas dans cette ville, peut-être pas dans ce monde. Mais il était partout. Le lendemain, l'enregistrement de Gérard apparut en ligne. Pas sur les chaînes officielles, pas sur les grands médias. Sur un site anonyme, puis un autre, puis partout. La voix de Gérard,
tremblante, racontait tout, la peur, les mensonges, les ordres. Paris explosa. Les manifestations doublèrent, hein, les pancartes se multiplièrent, hein, les cris devinrent des vagues. Le policier fut suspendu, ses supérieurs convoqués, les rapports falsifiés exposés. La vérité, une fois libérée, ne s'arrêtait pas. Elle courait, brûlait, éclatait. Jacques, quelque part, loin des caméras, loin des foules, déposa un objet à l'hôpital. Un petit badge, un faucon d'argent, posé sur le rebord de la fenêtre d'Amélie. Claire le trouva, le matin, alors qu'elle changeait les draps. Elle le prit, le tourna dans sa main, sentit son poids. Elle ne savait pas ce que c'était, mais elle savait ce que ça signifiait. Elle le glissa dans sa poche, un secret qu'elle garderait toujours. Amélie rentra chez elle une semaine plus tard. Elle marchait avec une béquille, mais elle marchait. Élise l'aidait, ses mains toujours là, toujours fortes. Elles s'assirent dans le salon, un vieux canapé usé par les années. Amélie posa une question, une seule. « Il reviendra ?» Élise sourit, un sourire triste mais sûr. « Il n'est jamais parti. » Émile publia un dernier article. Pas sur Jacques, pas sur Amélie, pas sur la vérité, sur le silence. « Il y a des hommes qui n'ont pas besoin de parler pour changer le monde, » écrivit-il. Il laisse des ombres, des échos, des vérités. Il signa de son nom, pour la première fois, et éteignit son ordinateur. Il avait fini. Laurent rentra au commissariat, son carnet brûlé dans un coin de son jardin. Il ne parla jamais de Jacques, jamais du faucon. Mais il changea. Il parla moins, écouta plus. Il regarda les jeunes officiers, leurs mains nerveuses sur leurs armes, et il leur apprit à attendre, à voir, à comprendre. Paris, lentement, retrouva son souffle. Les manifestations s'apaisèrent, les pancartes tombèrent, mais les questions restèrent. Qui était cet homme? Où était-il allé? Personne ne savait. Personne n'avait besoin de savoir. Jacques avait laissé quelque chose de plus grand que lui, une vérité, un écho, un silence qui parlait plus fort que tout. Et dans ce silence, Paris apprit à écouter. L'histoire d'Amélie et de Jacques, tissée d'ombre et de silence, résonne comme une fable moderne dans le cœur de Paris. Elle nous parle d'injustice, de résilience et d'une force qui transcende la violence, celle de la vérité. En France, où les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont gravées dans l'âme collective, cette histoire nous pousse à réfléchir à la manière dont nous réagissons face à l'injustice, à la douleur et au pouvoir de l'action silencieuse mais déterminée. À travers cette réflexion, nous pouvons tirer des leçons profondes, applicables à nos vies quotidiennes, dans un monde souvent bruyant et chaotique. D'abord, l'histoire met en lumière l'injustice systémique, un thème qui trouve un écho particulier dans la société française, où les débats sur l'égalité et la discrimination sont constants. Amélie, une jeune fille innocente, devient victime d'un préjugé, d'un regard hâtif qui transforme un téléphone en menace. Ce moment tragique rappelle combien les jugements précipités peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Dans nos vies, cela nous invite à cultiver la patience et l'écoute. Combien de fois avons-nous jugé quelqu'un sur une apparence, un geste, une origine? La culture française, riche de son histoire de débats philosophiques et de cafés où l'on refait le monde, nous encourage à questionner nos propres biais. Prendre le temps de comprendre avant de réagir, c'est déjà un pas vers une société plus juste. Ensuite, la figure de Jacques incarne une leçon de maîtrise et de stratégie. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre, il ne cède pas à la colère ni à la vengeance. Son silence est une arme, un choix réfléchi qui contraste avec le chaos autour de lui. En France, où l'éloquence est souvent célébrée, ce silence est un rappel puissant. Il ne faut pas toujours crier pour être entendu. Dans nos vies, face aux conflits ou aux injustices, nous pouvons apprendre à répondre avec calme et précision. Jacques nous enseigne que la force ne réside pas dans l'explosion, mais dans la constance, dans une démarche calculée qui vise l'impact durable plutôt que l'éclat éphémère. Cela peut se traduire dans nos interactions quotidiennes. Au lieu de réagir impulsivement à une provocation,
nous pouvons choisir de réfléchir, de planifier, de faire entendre notre voix par des actions mesurées mais puissantes. L'histoire d'Amélie, quant à elle, est une ode à la résilience. Malgré la douleur, malgré la peur, elle trouve la force de parler, de se lever, de porter sa voix. Cette force intérieure, si chère à la culture française, évoque les figures historiques comme Jeanne d'Arc ou les résistants de la Seconde Guerre mondiale, qui ont su se dresser contre l'adversité avec courage. Pour nous, cela signifie que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver une lumière, une raison de continuer. Que ce soit face à une épreuve personnelle ou à une injustice sociale, la résilience d'Amélie nous inspire à ne pas baisser les bras, à chercher du soutien, à parler, même quand la voix tremble. Enfin, l'histoire met en avant la puissance de la communauté. Les personnages secondaires, Claire, Émile, même Laurent, jouent un rôle crucial en amplifiant la vérité. Claire, avec sa compassion discrète, Émile, avec son obstination journalistique, et Laurent, avec sa prise de conscience tardive, montrent que le changement ne vient pas d'un seul héros, mais d'un réseau d'actions collectives. En France, où les mouvements sociaux et les manifestations font partie de l'ADN national, cette idée résonne profondément. Elle nous rappelle que chacun, à son échelle, peut contribuer à la justice. Un mot, une vidéo, un geste. Dans nos vies, cela peut se traduire par des actions simples. Écouter un ami dans le besoin, partager une histoire qui mérite d'être entendue, ou défendre une cause qui nous touche. La fraternité, ce pilier républicain, prend tout son sens ici. En conclusion, l'histoire d'Amélie et Jacques nous pousse à réfléchir à notre rôle dans le monde. Elle nous apprend à questionner nos préjugés, à maîtriser nos réactions, à persévérer face à l'adversité et à agir ensemble pour le bien commun. Dans une société française où l'individualisme peut parfois l'emporter, elle nous rappelle que la vérité, comme le silence de Jacques, peut être une force collective, un écho qui change tout. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, alors agissez. Cliquez sur «J'aime» pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo pour amplifier la voix d'Amélie et de Jacques. Et abonnez-vous pour ne rien manquer de ces récits qui nous rappellent l'importance de la justice et de la vérité. Laissez un commentaire pour partager vos pensées. Que vous inspire cette histoire? Ensemble, faisons entendre ce silence qui change le monde.